le premier confinement. Donc comme tout le monde, on s'ennuyait un peu. Et donc je tombe sur la liste du permis de Nantes. Qu'est-ce que c'est que cette histoire du permis de Nantes? Et donc je m'aperçois qu'en fait, dans cette liste magnifique du permis de Nantes, il y avait des villages que je connaissais et d'autres que je ne connaissais pas. Et puis je regarde l'histoire, mais j'en avais entendu parler à l'époque. Et effectivement, c'est assez... Depuis Larzac, sans doute, c'est la première fois que habitants et élus s'étaient mobilisés et au fond avaient gagné contre les institutions. Là, en l'occurrence, c'était un permis qui avait été donné à des Texans, qui a eu un grand procès retentissant à Nanterre, qui a eu des indemnités colossales. Je pense, moi, qu'on a été averti par les écolos américains. Parce que, en fait, le gaz de schiste, nous, on ne connaît pas trop. Parce que, en fait, c'est quand même une nouvelle ère. Et quelqu'un m'a dit, attention, hein, ça peut revenir très vite. Là, on n'arrête pas de parler du gaz. Il faut savoir que dans le sous-sol de ces 280 villages, il y a une fortune. Il y a une fortune. Donc là, quand on voit le gaz, les Japonais qui vont nous donner du gaz, le problème avec les Russes, le problème avec les Algériens, donc quand même, un jour, peut-être ça va revenir, cette extraction du gaz de schiste qui est dans les sous-sols. Donc je pense que les écolos américains ont dit aux écolos français, attention, c'est une catastrophe. Parce que moi j'ai lu le prix Pulitzer, qui est cette année, qui vient d'être traduit en français, et c'est un très beau prix, c'est une jeune infirmière qui est divorcée, qui habite la Pennsylvanie, et on la suit, donc, et puis tout le monde lui dit, dans la ferme de tes parents, là, elle est en mauvais état, il faut que tu la retapes. Et donc le seul moyen qu'elle a, c'est d'accepter l'extraction du gaz de schiste, c'était bien avant, ici bien sûr, sur sa ferme. Et puis elle voit d'un seul coup son fils dépérir, bien sûr, puisque le gaz de schiste, il y a beaucoup de mercure qui remonte dans la nappe phréatique. Et vous savez qu'ici, il y a une très très grande nappe phréatique, ça il faudrait demander à des spécialistes, il y a une énorme nappe phréatique ici. Moi je m'aperçois que les nappes phréatiques, en tant que photographe argentique, comme tout le monde, je ne faisais pas trop attention aux nappes phréatiques, mais elles ont quand même leur importance, parce que juste avant de faire ce travail, j'étais aux États-Unis. C'est peut-être d'ailleurs ce qui m'a motivé de faire ces photos, parce que je sais que je n'ai pas vu une photo, un village comme ça aux États-Unis. Il n'y a qu'en France qu'on a des villages comme ça, en pierre, anciens, etc. Eux, ils n'ont que du bois. Et c'est vrai que moi, j'ai développé aux États-Unis avec une nappe phréatique pH neutre. Ici, je ne sais pas si elle est pH neutre, la nappe phréatique, mais c'est une merveille pour le développement de pH neutre. Et je sais qu'il y a des photographes, ça c'est pour la petite histoire, qui développent ici avec de l'eau de la Volvic, ou des eaux comme ça, minérales, qui développent des films comme ça avec l'eau, parce que c'est des eaux, bien sûr, pH neutre. Donc voilà, ça c'est une parenthèse. Mais néanmoins, donc j'ai fait ces photos sans demander rien à personne. La petite histoire, c'est que j'avais vu un film américain en vente à Boston, et j'ai dit, c'est génial ce film, un film très contrasté. Et je me suis dit, c'est ça, il ne faut pas faire des photos couille des petits oiseaux, comme je le dis toujours, moi. Il faut ouvrir les guillemets quand je dis ça, parce que mon plus beau village, je sais que ces villages, parce que j'y ai vécu en résidence secondaire, moi, puisque j'ai habité Soumont pendant une douzaine d'années. Je sais que l'hiver, c'est un peu humide, et puis le soleil d'hiver réchauffe pas tout, voilà, et donc c'est plutôt assez dur, c'est assez austère, quoi. Et la mentalité aussi des gens, moi je suis une pièce rapportée, mais je sais qu'aussi la mentalité des gens est quand même assez refermée un peu sur eux-mêmes, quoi. Voilà, c'est des villages qui ont vécu très longtemps voilà, sur eux-mêmes, et c'est pas toujours facile. Je suis un peu mêlé à des histoires de partage, ça en finit pas, quoi, parce que, voilà, ça en finit pas. Et donc, et puis,
j'ai été surpris par le peu d'ouverture aussi de ces bâtiments que j'ai photographiés. Et donc j'ai un fils, j'ai une chance d'avoir un fils qui est urbaniste et qui m'a expliqué que c'était en fait à une période de la... c'était comme ça qu'on payait nos impôts locaux en fonction des ouvertures. Voilà. C'est pour ça qu'à un moment donné, plus personne n'avait d'ouverture. Mais moi j'ai fait ça donc avec un film américain, mais en fait c'était pas un film américain, parce que nous on se rend pas compte, mais on est moins touché peut-être par le phénomène de Made in China. En fait les Américains font faire des films en Chine, c'est moins cher, et en fait c'est un film chinois. Bon, voilà, c'est un film chinois, mais il va très bien pour faire des photos dans l'arrière-pays de l'Occitanie quand même, il n'y a pas de problème. Donc l'idée c'était comme ça de faire ces pierres, ces villages qui se retapent, d'une autre manière différente que j'avais fait la mission. Parce que moi j'ai fait plusieurs missions, j'ai fait la DATAR dans les années 80, j'ai fait la mission de l'Observatoire du paysage dans les années 90, j'ai refait une mission dans les années 2000 qui s'appelle La France, et j'ai habité à Soumont, donc toutes les vacances d'hiver, j'avais 2 garçons, donc je connais un peu, et c'est pour ça que dans les niches, mon cher ami vient m'aider, dans les niches, on a des photos qui racontent un peu cette histoire, en fait, que c'est pas la première fois que je visite ces villages. J'ai fait des fêtes, j'ai fait voilà, tout ça, et donc j'ai pensé que c'était bien de montrer tout ça. Les photos perso que j'ai faites comme ça, à l'occasion de, comme tout le monde, mais bon, voilà, de l'été, en été, voilà, avec ma famille. Voilà. C'est pour ça que j'ai pensé que c'était bien de montrer dans les on peut dire dans les petites pièces. Dans les niches latérales. Voilà, dans les niches. Et aussi de montrer la chambre, bien sûr, qui est une chambre américaine que j'aime beaucoup, qui s'appelle la Dierdorf, et qui bien sûr, qui a vu passer tous les grands photographes américains, nos pères et nos maîtres, Walter Evans et tout le monde, Dorothy Lange et tout ça, qui est une chambre qui est plus tout à fait fabriquée, mais je crois qu'elle a été rachetée, bon, voilà. Les objectifs, alors ça c'est aussi intéressant parce que tout le monde, quand il voit ma chambre, là, on dit oh, c'est une vieille chambre. Mais en fait, c'est une chambre toute neuve. Celle que je vous ai mise là en exposition, elle a un petit peu travaillé, mais en fait, c'est tout neuf, c'est refait à l'identique. Parce que l'objectif, par exemple, c'est un objectif allemand, dernier modèle. Bon, voilà, donc en fait, il y a encore beaucoup de photographes, et Gilles ne va pas me contredire, qui continuent à photographier, surtout les Américains, leur territoire, ils font des workshops, etc. etc. C'est pour ça que moi je me suis dit, après tout, si les Américains continuent à photographier leur territoire, nous, est-ce qu'on ne pourrait pas aussi continuer à faire notre territoire? Parce que par exemple, moi, la prochaine série que je ferai peut-être encore quelque chose sur le même lieu, le même endroit, l'Occitanie, je peux faire très bien encore complètement à l'opposé de ça. J'ai ma petite idée d'ailleurs. Donc en fait, finalement, le territoire, il change tout le temps. Et moi, je sais, j'ai bien vu quand j'ai fait la France, puisque habitant Soumont, j'ai vu l'Odève évoluer, mais pas très vite. Je peux dire, je parle de l'Odève, le pauvre, je sais pas si, j'espère qu'il n'y a pas le maire de l'Odève ici, mais l'Odève encore, ils sont donnés du mal, l'Odève. Mais je voyais, quand je suis arrivé dans les années 90 à l'Odève, c'était la désertification. Et puis, j'ai fait quelques photos, et puis je les ai montrées à des journalistes parisiens. Ils m'ont dit, c'est une exception, l'Odève. J'ai dit, je ne suis pas sûr que ça soit une exception. Et en fait, quand j'ai fait cette France, je me suis aperçu que je précédais un mouvement que vous connaissez tous, pas tous pour des bonnes raisons, mais le gilet jaune. C'est-à-dire qu'il y a des régions comme ça qui étaient vraiment en plein désertification parce qu'il n'y avait plus d'emploi, plus de travail, etc. Et puis est apparue cette fameuse diagonale du vide qui est sortie par les ordinateurs de l'INSEE. À force de rentrer des informations comme ça, à un moment donné, il y a un gars qui a appuyé sur un bouton et qui a vu que des Ardennes jusqu'à l'Ariège, bien sûr, en passant par le Morvan, la Lozère, une partie de la Lozère, une partie de la Loire aussi, et puis une partie d'ici, bien sûr, et l'Aude, qu'il y avait très peu de gens qui habitaient. La France était coupée en deux, comme ça, en biais.
Et donc, pardon. Et donc, je pense que le rôle d'un photographe, moi, comme je suis né dans une sous-préfecture, le rôle du photographe, c'est toujours de continuer à photographier. Un peu comme nos amis américains. De photographier le territoire comme si, voilà, c'était finalement le but en soi. Moi, je suis content qu'il y ait une grande mission qui est lancée par la BNF, là, qui va faire appel à 100 photographes, plus 100%, ça fait 200 photographes qui vont travailler plutôt sur le photojournalisme, plutôt sur des reportages, plutôt sur la vie là, et les Français. Ça, c'est très bien. C'est leur rôle de photographier les Français. Je pense qu'effectivement, il faut les photographier beaucoup, parce qu'ils changent, ils évoluent, etc. Moi, peut-être à court terme, là, je n'ai pas photographié les gens, parce que je sais qu'arrive en 9h, bon, disons à 9h, j'arrive à 8h30, 9h, les gens, les actifs, ceux qui sont vraiment, qui habitent vraiment ces territoires, là, sur ces photos, les 32 que vous avez, et c'était déjà parti. Donc il restait que, j'ai déjà fait l'expérience comme ça, et il restait des personnes très gentilles qui m'accueillaient et qui étaient prêts à poser pour moi sur le pas de la porte, ou des enfants qui partaient à l'école maternelle, enfin tu vois. Et en fait, où est votre mari? Ah ben il est déjà parti, il est parti à 7h du matin, c'est normal d'ailleurs. Donc ils sont même pas très loin d'ici, vous savez bien. Et parce qu'effectivement, en faisant ces 280 villages, et dont certains je ne connaissais pas, j'ai été très surpris et je me suis forcé à les visiter, les 280. Je n'ai pas fait de photos dans tous, mais je me suis forcé à les photographier. Il y en a par exemple là que je ne connaissais pas parce que comme j'étais vers Lodève, j'allais vers Gignac et je n'avais jamais fait Gignac-Metz. Et en fait, c'est magnifique. Et donc là, je rentrais, et puis à ma grande surprise, on le voit d'ailleurs sur les photos, on voit que la séparation de l'Église et de l'État était faite un petit peu comme ça, comme ci, comme ça, quoi. Donc il y a toujours, et d'ailleurs il y a un monsieur qui est venu à un moment donné, qui s'est arrêté à ma hauteur en 4x4, il m'a dit, vous savez, là, vous pouvez vraiment photographier le poilu et la Vierge côte à côte. Et je ne vous dis pas ce qu'il m'a dit, parce que ça serait indécent de vous dire ce qu'il m'a dit après. Mais en tous les cas, c'est vrai que ça reste très présent, la mairie, la guerre de 14, on sait ça, on sait, voilà. Alors, est-ce que ça change? Est-ce que ça a beaucoup changé? Oui et non. Je pense que ça change, parce qu'il y a d'abord énormément de gens qui viennent y habiter, au moins même ne serait-ce qu'en résidence secondaire l'été. Moi, quand j'ai fait mes photos, la chose qui m'a gêné, c'est en fait c'est les BMW arrêtés devant. Hein. C'est pas des 4L, hein. C'est des BMW. C'est des voitures luxueuses. Donc c'est des gens, des cadres qui habitent dans les villes et qui viennent. Et c'est très bien. Du moment que, moi je trouve ça très bien, qu'il y a de l'argent, qu'il y a de l'aménagement, on aménage ces maisons. Donc en fait, voilà, c'est... Et puis, bon, bien sûr, j'ai rencontré un certain nombre de maires, comme ça, qui sont venus me voir, parce que ce qui est formidable avec la Chambre, c'est que contrairement au 24-36, que moi je connais bien sûr, c'est que là où vous voyez, on est un peu comme un personnage de cirque, au fond. On arrive là avec sa chambre, boum boum, mais qu'est-ce que vous faites? Où vous êtes? Où vous allez? Je croyais que ça n'existait plus. Il y a même des gens qui m'ont dit, bien sûr, qui passaient comme ça en voiture, et ils m'ont dit, c'est un nouveau radar, votre truc. Voilà, donc c'est un peu l'obsession. On ne sait pas à quoi ça ressemble. Voilà, merci. Voilà la chambre. Voilà. Bon, en tous les cas, ce qui est formidable, c'est que les gens viennent vous voir et d'un seul coup vous expliquent qu'il n'y avait plus de commerce et que d'un seul coup la mairie a fait une petite épicerie, il y a eu un dépôt de pain, il y a un dépannage, etc. Donc en fait, bon voilà, il faut reprendre un peu en main le territoire. Donc c'était un grand plaisir pour moi de faire ces photos et même j'étais accompagné de Claudine qui est quand même une Montpelliéraine de centre-ville qui a été surpris parce qu'il y avait des villages quand même qui sont incroyables, quoi. Ils sont d'une grande beauté, d'une très grande force. C'est pour ça que je voulais pas les renfermer dans quelque chose de nostalgique ou de pittoresque. C'est des maisons contemporaines. C'est des maisons, en fait, même si elles ont une longue histoire, elles sont incroyablement contemporaines d'aujourd'hui. Et je pense qu'effectivement,
parfois la difficulté d'y vivre. C'est pour ça que j'ai fait appel à Salomé Berliou aussi, qui est une jeune écrivaine, qui est plutôt du nord du Massif central, mais qui a été une des seules jeunes femmes et qui a lancé un programme d'aller dans les écoles et de leur dire aux enfants, si vous aimez faire des études, n'écoutez pas trop vos parents ou les amis de vos parents, continuez à faire des études. Elle a travaillé avec Jean-Marc Ayrault au cabinet du Premier ministre du temps comme Premier ministre, et c'est une fille qui vient d'un tout petit village, et toute sa vie, pendant ses études, on lui a dit, allez, fais tes études si tu veux, mais reviens, ne pars pas. Donc c'est un peu pour l'idée que j'ai trouvé que c'était pas mal, que c'est aussi, au lieu de faire appel à quelqu'un qui m'aurait fait une préface en disant c'est des vieilles pierres qui datent du Moyen-Âge ou je sais pas quoi, des rois de France, etc. C'est aussi quelque chose qui vient, qui est lié à la... Il y a des grosses têtes qui naissent là-bas et des enfants qui naissent là-bas. D'ailleurs, à ce propos il y a une anecdote que j'aime bien signaler. Il y a une ville que j'ai fait, Valleroc, que vous devez tous connaître, qui est dans le Gard. Et il y a une dame, parce que ça c'est formidable quand on fait des photos, les gens viennent nous parler un peu. Il y a une dame, ça je n'ai pas photographié parce que c'est un peu difficile, qui m'a dit, vous voyez sur le balcon là, il y a VLR. Oui, je vois, il y a un VLR, une grande maison bourgeoise, un hôtel particulier, au plein centre de la ville. Elle m'a dit, c'est Vive-le-Roi. C'est là qu'habitait la gare de Louis XIV pour suivre les parpaillots, les protestants. Donc, vous voyez, il y a encore des survivances comme ça, qui sont très touchantes. Et effectivement, moi, j'ai travaillé sur le monde rural. Parce qu'en fait, peut-être aussi, est né dans ce projet, c'est quand j'ai travaillé sur le monde rural, ce long repérage qui m'a demandé des années d'aller photographier les fermes, d'aller filmer les fermes. C'est la trilogie Le profil paysan et la ferme et la vie moderne. Et j'ai mis un temps fou parce que c'était très difficile de rentrer dans des fermes. Il fallait beaucoup de temps, il fallait plusieurs visites avant de voir un peu. Et moi, n'étant pas de l'Occitanie, dans Villefranche-sur-Saône, je n'avais pas fait très attention à quelque chose qui est finalement un territoire partagé sur deux religions, qui est tout à le nord de l'Occitanie quand même, aujourd'hui en paix et en bonne entente, mais il y a quand même des régions qui sont catholiques et d'autres régions protestantes. Et j'avais effectivement, quand je revenais je faisais un compte rendu à Claudine en lui disant, voilà, pendant 15 jours, un mois, j'étais parti repérer des paysans éventuellement à tourner. Certains me paraissaient un peu différents. Parlaient politique pendant des heures. Ils se moquaient de moi un peu, en disant, mais vous n'êtes pas très moderne, vous avez un appareil argentique, vous n'êtes pas numérique, et vous n'êtes pas connu, etc. D'ailleurs, à ce propos-là, un jour, j'ai accepté la campagne de la sécurité routière, et puis d'un seul coup, de Midi Libre et la montagne, on dit Raymond Depardon accepte la campagne de la sécurité routière, qui était à cette époque des campagnes catastrophiques. À chaque campagne, il y avait encore plus de morts qu'avant. Parce qu'on me disait surtout, il ne faut pas faire comme les Anglais, il ne faut surtout pas montrer de morts, on dit rien. Voilà. Mais les paysans avaient vu ça, bien sûr. Et donc ça a été toujours un plaisir, et puis c'est vrai que j'ai découvert enfin ce qui est quelque chose d'assez étonnant, puisque quand la vie moderne est sortie au Chili, au Canada, au bout du monde, les gens nous ont écrit en disant mais qu'est-ce que c'est que ça? Personne n'avait filmé ça. Le fait des enterrements protestants. Parce qu'effectivement, je n'avais pas remarqué, moi les tombes, c'est la seule chose qu'on peut voir. Bien sûr, parce que vous ne pouvez pas dire aux gens vous êtes protestants, vous êtes catholiques, c'est difficile aux gens quand vous ne les connaissez pas. Donc dans les tombes, dans le jardin, les tombes. Et donc en fait, finalement, j'ai été très bien accueilli du côté protestant dans les Cévennes, bien sûr, pour tourner ces paysans, de moyenne montagne. Et donc je me suis dit, cette moyenne montagne que tout le monde m'avait accusé, ça n'existe pas la moyenne montagne, vraiment. Et notamment des syndicats très puissants que vous connaissez tous, m'ont dit, il ne faut pas montrer ça. Arrêtez de faire un film là-dessus.
moi j'ai fait des débats et tout, et ils me disaient non, non, non. Ce qui est intéressant et ce qui est important, c'est la culture intensive. Alors, la culture intensive, dans ces régions-là, où tout est vallonné, où ils ont 5 hectares tout en pente, les gens, il faut bien qu'ils vivent. Et donc, c'était une réalité. Et je me suis dit, tiens, c'est vrai que j'y retrouvais peut-être. Alors, les gens voulaient me faire passer pour un grand nostalgique, la toile cirée, etc. Mais vraiment, tout le monde, on s'en fout de tes parents, c'est fini cette agriculture-là, c'est terminé. Ben non, c'était pas terminé du tout. C'était pas terminé parce qu'ils étaient toujours là, dans les montagnes, ils attendaient de mourir. Et ils étaient intéressants en plus, parce qu'ils avaient traversé une période incroyable de notre temps, et on ne leur donnait jamais la parole. Et comme ils avaient bien sûr un aspect comme ça un peu, pas négligé, mais un petit peu paysan, avec... Il y a des gens qui m'ont été odieux avec moi sur nos édentés. Je me souviens, il y a un débat de Télérama que j'ai fait aux Champs-Élysées à Paris. Il y a un monsieur, je peux le dire d'ailleurs, Éric Orsena, il m'a dit voilà, faut arrêter de filmer les édentés, les paysans édentés. Les pauvres, ils n'ont peut-être pas les moyens d'aller chez le dentiste, puis peu importe, c'est pas le problème. Je veux dire, ces gens-là existent et il faut les faire exister. J'ai fait ce que j'ai pu. Je pense qu'effectivement, ça fait toujours partie, et ce travail dont je remercie Gilles de m'avoir exposé ici, dans cet endroit magnifique, gratuit, plus bel endroit un des plus bels endroits de France d'ailleurs, parce que vraiment, il n'y a pas beaucoup d'équivalents ailleurs comme ça. À ma connaissance, il n'y en a pas. Il n'y a pas de grandes villes comme Montpellier, d'autres grandes villes comme Montpellier, qui ont un endroit comme ça, gratuit, ouvert à tout le monde, bien organisé. Et c'est vrai qu'en 2008, j'avais déjà du temps de M. Fraîche, j'avais exposé cette série que je vous parlais des paysans de moyenne montagne. Donc j'en suis ravi de revenir ici et d'être, voilà, et en tous les cas, et si vous avez des questions, en tous les cas, vous êtes les bienvenus. Oui, bonjour, Philippe Suberski, l'AFP, à Montpellier. Vous avez dit plusieurs fois que vous ne vouliez pas vous enfermer dans une vision nostalgique. Bon, moi, je découvre la région aussi. Il y a des très beaux villages, mais il y a aussi aux abords des ronds-points, des magasins, enfin, assez moches. Est-ce que vous avez voulu montrer ça aussi? Vous êtes passé exprès la caméra dans l'autre sens pour ne pas montrer ça? Quelle attitude vous avez eue face à cette modernité qui envahit un peu ces villages? Oui, mais j'avais l'habitude un peu que quand j'avais fait la mission du paysage qui a été arrêtée, en fait, quelquefois le saccage de ces villages ne vient pas de l'État, ni des élus, on peut aussi les attaquer sur d'autres domaines, mais vient plutôt des gens. Des gens qui font un portail exubérant, bétonnent comme ça, en béton, tout ça. On le sait, les catastrophes que ça amène après avec les inondations, etc. Donc en fait, c'est plus des gens qui font effectivement certains... Mais à la fois, je suis tiraillé parce que je suis photographe, je viens de l'école du photojournalisme, je viens de l'école du témoignage, je viens de l'école de quelque chose qui me concerne. Donc à la fois, j'ai envie de dénoncer si quelque chose ne va pas bien. À la fois, j'ai un passé assez singulier parce que je suis effectivement un des rares photographes qui vient de la ruralité. Je crois qu'on était 5%, même pas 4% dans les années 60, à venir de la ruralité. Donc tous les autres photographes venaient plutôt de d'autres milieux, la bourgeoisie, au milieu même ouvrier d'ailleurs, puisqu'on le sait, on a des grands témoins. Donc effectivement, je me suis aperçu que ça me permettait ça me donnait une énergie, cette ruralité que j'avais. Mais ce n'est pas une ruralité isolée. Mes parents n'étaient pas dans une ferme isolée, en plein milieu de la Bresse, à 20 km de tout commerce. J'allais à la ville, dans le périurbain, avec des petits enfants qui avaient mon âge, qui étaient des fils d'ouvriers, des fils de bourgeois, des fils de commerçants, etc. Donc, je vois bien que, en fait, s'il y a saccage un peu de notre territoire, où on le malmène, ça ne vient pas non plus forcément toujours des institutions qui font une autoroute ou qui font des routes nouvelles, la DDO, etc. Moi, souvent, quand je roule, je suis en colère.
parce que j'ai fait des parcours comme ça avec les architectes des bâtiments de France ou la DDE. Avant, j'avais jamais pris conscience de ça. Et effectivement, c'est quand même un règlement très strict en France. Alors, moi, mon opinion par rapport à la nostalgie, je n'ai pas vraiment de nostalgie ici, parce que je suis un peu un observateur pas tout à fait neutre, parce que je suis marié avec une Montpelliéraine, donc je suis un peu une pièce rapportée. Et à la fois, je suis un observateur un petit peu, je découvre l'Occitanie, donc je ne suis pas né dans une ferme ici, mais la ferme de Villefranche-sur-Saône n'a rien à voir avec celle-là. Mon frère a repris la ferme d'ailleurs, et il continue l'exploitation, mais il est à la retraite, et il a eu 4 filles. Alors, bon, voilà, la ferme repart un peu... pas à l'abandon, mais va s'arrêter, mais c'est n'importe comment, je crois que c'est inhérent à l'agriculture je peux en vouloir à personne, d'une ferme de 40-50 hectares aujourd'hui, elle n'est plus viable. Voilà. Non, je crois pas que... Je fais très gaffe à la nostalgie, je fais très gaffe à l'éloge du passé, et je fais très gaffe à... Si j'ai pas fait de la couleur sur cet événement, c'est parce que j'avais peur que la couleur amène un peu justement de l'exotisme et de la nostalgie. Et que peut-être que pour cette fois-ci, je passe de la couleur au noir et blanc, j'avais envie de quelque chose d'un peu strict, un peu radical, un peu austère, comme on dit, pour bien montrer qu'en fait, finalement, le passé de notre territoire, ce passé de ce territoire, en tous les cas, est marqué par une certaine austérité. Voilà. C'est pas des rigolos, hein, les gens qui habitent des fois. Voilà. Mais excuse-moi. Non, pas du tout, Raymond. Je voudrais remercier Raymond. Oui, il faut je voudrais remercier Raymond d'avoir accepté mon invitation. Je voudrais avant, je crois que c'était important que tu parles, Raymond. On fait partie de la même génération pour qui la photographie est une chose importante. Et c'est aussi bien une aventure existentielle qu'une aventure technique. Et je sais que toi et moi avons les mêmes références, ce qui nous permet de travailler ensemble sur cette exposition avec bonheur. Et je t'en remercie. Je voudrais dire 2 mots sur ce qui... D'abord, Raymond, c'est pas la première fois qu'il est au Pavillon Populaire. Il a été ici en 2008, c'est Roland Laboy qui l'avait amené ici. Et ben oui, il est là. Et je l'en remercie. Et ensuite, ce qui m'a séduit ici, c'est que le Pavillon Populaire a l'habitude de présenter des travaux d'auteur, une photographie la plus diverse possible, appliquée, photographie d'auteur, collective, de différentes nationalités, contrairement à ce qu'on a pu dire sur les 38 expositions que j'ai faites. Il y en a à peine 12 qui sont consacrées à des photographes américains, donc je refuse qu'on m'enferme là-dedans. La plupart sont des Européens et des Français. Et d'ailleurs, Raymond en est l'exemple parfait. Je veux dire que ce qui m'a séduit ici, c'est que c'est un projet qui est montré, c'est-à-dire quelque chose qui est un élément isolé d'un ensemble, qui est à la fois un Raymond Depardon, photographe archi connu, qui est devenu l'icône de la photographie française, qui a remplacé quelque part dans l'inconscient collectif, même dans la conscience collective, celui qui fut à lui et moi notre ami, avec parfois des aventures tumultueuses de caractère, c'est-à-dire Henri Cartier-Bresson. Et Raymond, je voulais présenter un projet récent, c'est-à-dire quelque chose qui soit fragmentaire, quoique rattaché à un ensemble qui est ce dont tu viens de parler avec talent, ton amour de la ruralité, qui est aussi le mien. Je veux dire que la tendance de la photographie contemporaine, c'est l'urbain, les grandes villes, etc. Et c'est rare que quelqu'un se consacre à ce qui est la ruralité, c'est-à-dire quelque part dans l'esprit des gens, les ploucs. Je veux dire que tu donnais tes origines, les miennes sont les mêmes. Je suis dans un village de Dordogne et je suis un plouc de naissance. Et j'habitais longtemps à Jeun. Et malgré tout ce qui m'a poussé vers la photo américaine, ce que j'ai retenu de la photographie américaine dont tu parlais, c'est cet amour du paysage et du rural.
C'est ce qui fait qu'à côté des grandes villes, New York, etc., la côte ouest, il y a des tas de paysages et des tas de photographes américains qui se sont intéressés à leur substrat rural, et Raymond en faisait partie. Alors en deux mots, ce qui m'a fasciné dans cette série que tu as accepté de présenter, c'est le fait qu'elle soit fragmentaire, le fait qu'elle inaugure chez toi une photographie où l'humain apparemment est exclu, je dis apparemment, mais que tu explores une voie qui est la voie balzacienne de ce que j'appelle l'humanité en creux. C'est-à-dire, ce qu'on voit des gens, ce sont leurs traces, qui sont aussi pertinentes que les gens eux-mêmes. Et ça, je sais que tu y es sensible, comme j'y suis. Je sais que nous le devons aussi au maître américain avec qui nous partageons la plus grande admiration, c'est Walker Evans, mais lui le devait à Flaubert, le devait à Balzac, ça m'a beaucoup intéressé. Ce qui m'a beaucoup intéressé aussi, c'est le passage constant chez Raymond d'un format à l'autre. C'est consubstantiel à la photographie dont les gens ne parlent jamais. C'est-à-dire, pour les gens, la photographie est devenue une image. Pour nous, pour notre génération, elle est toujours un problème de technique. Tu es passé du 24-36, du Leica, qui était celui de ton compagnonnage avec le reportage, tu es passé au moyen format, tu passes à la chambre, et c'est-à-dire que chaque projet s'accompagne chez toi d'une réflexion sur la technique qui l'accompagne. Ça, je trouve qu'on n'en parle jamais assez. D'ailleurs, à ce propos, excuse-moi, Oui, vas-y. je pense que ce format que vous avez là, 20-25 français, 8-10 inches américain, en hauteur comme ça, c'est le plus beau au monde. Pour moi, c'est le plus beau au monde parce que il est assez large, il est assez haut, et c'est vrai que d'où on le voit très bien, excuse-moi, une parenthèse, d'où le catalogue qui a été fait par la Fondation Cartier, parce que ça a été exposé à Milan aussi il y a quelques mois. C'est un format magnifique. Voilà, c'est un format vertical qui s'oppose au format de ton livre précédent, Rural, qui est un format horizontal. Voilà. Et je trouve tout ça, c'est significatif. Tout est ici vertical, avant tout était horizontal dans le livre précédent, ce qui veut dire qu'on est dans un espace qui est un espace de la contemplation. C'est un rapport au temps, qui est pour une fois tu t'arrêtes. Ton boulot de photoreporter, et je sais que tu as voyagé de la façon dont j'aime, c'est-à-dire les bagnoles, les camions, cette route qu'on prend avec le 24-37, pour une fois tu t'arrêtes. Tu t'arrêtes avec à la fois le plaisir que c'est de maîtriser son temps, le plaisir que c'est d'être abordé par des gens qui vous demandent ce que vous fichez là. Juste une anecdote moi aussi, de mes amis le plus cher, qui est un peu l'équivalent de ce que tu as été, de ce que tu es en France, c'est Lee Friedlander, le photographe américain, qui, à nos âges aussi, canonique, il est encore plus âgé que nous, continue de photographier, et que les gens arrêtent dans la rue, qui disent, mais pourquoi vous prenez des photos avec cet appareil bizarre qui n'est pas un iPhone, mais un appareil, et il dit, parce que ça me fait plaisir, et puis ça fait plaisir à mes petits-enfants quand ils verront ça plus tard. Ce plaisir fondamental de faire ça. Ce plaisir qui se perd, hein, ce qui est faux d'ailleurs, parce que comme je fréquente quand même beaucoup les universités américaines, je suis en contact avec beaucoup d'universités américaines, il y a un retour sur l'Argentine. De la même façon que, parce que je suis musicien aussi, les gens sont en retour vers le micro-sillon. De la même façon que Tarantino filme en 70 mm, pellicule, parce que ce sont des joies qui sont en train de disparaître, à la fois pour la vision, à la fois pour l'œil, à la fois pour l'oreille. En fait, tout ça, c'est quelque chose qui nous touche beaucoup. Et c'est quelque chose qui est charnel, qui fait que, quand je suis avec Raymond, on parle de ça. Hein, on parle de ça, et c'est ça qui est au cœur de la photographie. Voilà, donc c'est tout ce rapport à la photo, tout ce rapport au paysage, tout ce rapport à l'ombre et à la lumière, sont des photographies extrêmement formelles, et il fallait pour ça la Bierdorf. Il fallait pour avoir ce détail, il fallait pour avoir toutes ces choses-là, le format 8-10 inches. Alors, c'est la raison pour laquelle j'avais demandé à Raymond qu'on montre à la fois, à partir de ce travail qu'il a fait à la chambre, les photos par contact et négatif. Donc, dans la série commune, qui appartient à toutes les salles peintes en jaune, vous avez aussi bien les photos par contact qui ont été faites, c'est-à-dire que vous mettez le négatif directement sur le papier, et vous avez la photographie qui est des dimensions aux dimensions du négatif, ce qui permet à vous d'avoir une... Oui, pardon? Peut-être qu'on peut finir les prises de parole
pour l'instant et enchaîner avec les... Alors, il aurait finir les prises de parole que les prises d'otage. Ça, je dis tout de suite. Hein, je suis entièrement d'accord Mais avec vous. la chose que je voudrais un peu rajouter, seulement parce que vous allez visiter, vous allez tomber sur des séries de photos personnelles qui ont été faites dans les mêmes villages qui sont exposés dans les 32, là, dans la boîte, là, la grande boîte, vous allez trouver 32 tirages. Et donc, ça veut dire que j'avais déjà photographié d'une manière personnelle, peut-être les enfants, des photos de famille, des photos de vacances, des photos avec des fêtes foraines, des fêtes festives, des fêtes qu'on connaît, les fêtes. Donc j'ai déjà fait des photos avant dans ces villages à travers des photos, et c'est pour ça que je les ai exposées ici. J'ai tenu à ce qu'on voit ces photos, elles sont inédites. Voilà. Je donne la parole à M.